Salut, salut, salut et bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Je suis Elisa et sur ce podcast, je t'aide à progresser en français grâce à des conversations intéressantes et des sujets passionnants. Et le sujet de l'épisode d'aujourd'hui l'est tout particulièrement. J'ai discuté de l'importance des maisons de haute couture dans l'histoire et la culture française avec l'historienne de la mode Guénolé Miret. C'est une experte du sujet et ça a été incroyablement passionnant de l'écouter. Guénolé Miret est aussi professeure dans l'enseignement supérieur. Donc tu vas sûrement trouver cette conversation d'un niveau particulièrement avancé. Et c'est normal. Elle est en français à vitesse réelle, sans explication pour les élèves et avec un vocabulaire particulièrement soutenu. Je dirais qu'on est sur un niveau C1 voire C2. D'habitude, je t'aurais préparé un petit PDF avec le glossaire et la transcription que tu aurais pu télécharger gratuitement. Mais pas cette fois-ci. Je vais t'expliquer. Cette conversation est un aperçu de ce que tu trouveras dans mon cours de niveau avancé, de niveau C1, qui sera disponible dans quelques semaines. Les inscriptions vont bientôt ouvrir. Cette conversation est la base d'un des 9 modules du cours. Donc, si tu veux passer au niveau C1 en 3 mois, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description pour t'inscrire sur la liste d'attente et savoir quand ouvriront les inscriptions. Ce sera pour une durée limitée. Dans ce cours Objectif français niveau C1, tu retrouveras la conversation que tu vas écouter aujourd'hui avec Guénolé et tu pourras l'étudier beaucoup plus en détail. Alors surtout, n'oublie pas de t'inscrire sur la liste d'attente. Je te rappelle que le lien est en description et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Guénolé, merci beaucoup d'être Bonjour ici. Elisa. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente aujourd'hui, on va parler de la mode. On va être un petit peu plus pointu que ça. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez vous présenter pour Bien sûr. les auditeurs ? Alors, je suis aujourd'hui enseignante. J'enseigne l'histoire de la mode et du costume à l'école des Arts Déco, l'École nationale supérieure des Arts Déco à Paris. Et ça fait 15 ans bientôt. Et je ne suis pas universitaire. En fait, je viens du monde justement de la haute couture puisque je travaillais 15 ans chez Yves Saint Laurent. Et les 10 dernières années, j'étais responsable des archives documentaires, donc de la maison de prêt-à-porter, puisque la maison avait été rachetée par Gucci en 98-2000 et la haute couture a cessé en 2002. Voilà. Donc, je viens de ce monde feutré de la haute couture qui m'a permis de m'enrichir et effectivement de collecter un certain nombre d'informations, d'iconographie, d'histoire, pour ensuite pouvoir les restituer devant mes étudiants. Et puis en parallèle, je suis également auteure, éditrice indépendante. Et je publie essentiellement sur le sujet mode, savoir-faire de la mode. J'ai une prédilection à un champ d'études et d'exploration privilégié qui est celui des oubliés, de tous ceux qui passent sous les radars, parce qu'on parle beaucoup du style, on parle des noms qui brillent, de ceux qu'on connaît, et ce qui est fort normal et intéressant, mais la mode, c'est aussi une armée géante d'anonymes, d'artisans, un monde très très secret, très méconnu, et de passionnés, voilà, et qui sont encore, par chance, très nombreux. C'est vrai que c'est un monde assez méconnu et je m'en suis rendu compte quand on a discuté un petit peu avant de préparer ce podcast. Et ma première question, justement, ce serait qu'est-ce qui différencie ce qu'on appelle une maison de haute couture d'une marque un peu plus lambda Alors, la haute couture, c'est très simple, c'est un label. C'est un label d'excellence, c'est un label qui est remis par le ministère de l'Industrie et non pas de la Culture, comme on pourrait l'imaginer. C'est une corporation professionnelle qui est régie par la Chambre syndicale de la couture parisienne. Alors, la haute couture existe depuis le milieu du 19e siècle. Elle a été fondée, cherchez l'erreur, par un Anglais, non pas un Français, le plus parisien des Britanniques, donc Charles Frederick Worth, qui a fondé la haute couture, la toute première maison de haute couture qui ne s'appelait pas en l'état, l'expression haute couture a été institutionnalisée à peu près dans l'entre-deux-guerres, avec aussi le principe des calendriers de collection. On parlait de grande couture, mais c'était des maisons qui d'ores et déjà appliquaient la recette de la haute couture, c'est-à-dire de présenter des modèles
d'excellence en termes de qualité, fait main évidemment, pas du tout sur machine, hein, donc on n'est pas du tout dans le domaine de la confection qui est l'ancêtre du prêt-à-porter. Et donc ces modèles sont présentés sur des mannequins vivants. À l'époque, on les appelait des sosies. On n'avait pas encore, au 19e siècle, le printemps, été, automne, hiver, on avait des présentations assez aléatoires tous les jours en fonction de l'arrivée des clientes dans les salons. Et donc, les jeunes femmes venaient présenter les modèles. Et cette notion de modèle, elle est très, très importante parce qu'elle définit aussi le métier de modéliste. Les couturiers étaient avant tout des modélistes, c'est-à-dire qu'ils étaient certes, pour certains, des très bons dessinateurs, mais ils dessinaient un modèle et qui allait être reproductible. Donc la haute couture, pour la plupart des gens, ce sont des vêtements exceptionnels qu'on va porter sur les tapis rouges, à Cannes, à Hollywood. Ce sont des vêtements qu'on va voir aussi dans les films, au cinéma, ou alors portés par des femmes très fortunées à l'autre bout de la planète. Mais avant tout, et ceci jusqu'à l'avènement du prêt-à-porter, c'est un bureau d'études. En fait, c'était les bureaux de tendance qui se sont développés avec le prêt-à-porter, mais avant, les maisons de haute couture créaient et vendaient des idées. Donc les couturiers ne vendaient pas uniquement des robes donc commandées par des clientes selon un modèle reproductible selon leur mensuration, mais ils vendaient aussi les toiles à des acheteurs. Et c'était un bon tiers de la plupart du chiffre d'affaires de la plupart des maisons. Et ça, c'est très très important parce que on le dit moins et on l'oublie. Mais la haute couture était avant tout un bureau de style, facilement jusqu'à l'époque de Christian Dior, dans l'immédiate après-guerre, dans les années 1950. Et puis après, évidemment, le prêt-à-porter arrive et ça change un peu la donne. Donc la haute couture, c'est un label, un regroupement professionnel. Et pour y rentrer, il faut être adoubé par un parrain ou une marraine. Et il faut, en fait, les conditions existent. Il faut aujourd'hui avoir un minimum, je crois, de 20 personnes, 20 ouvriers, dans un atelier, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut également présenter un minimum de 50 modèles, qui est réduit à 25 modèles quand on démarre. Au début de l'activité, on ne peut présenter que 25 modèles. Par an ? Par collection. Par collection. Par collection. D'accord. Voilà. Et alors, ces règles sont assez souples. Par exemple, Hubert de Givenchy, quand il a démarré, il avait uniquement 8 personnes à ses côtés. Mais il y a une règle sur laquelle on ne déroge pas, c'est l'excellence. Et ça, elle est jugée par l'ensemble des couturiers. Et donc, depuis la fin des années 90, il y a ce qu'on appelle la liste des invités, qui sont d'une certaine façon les personnes qu'on va tester. Donc les 2 premiers invités de la haute couture, c'était Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, qui avaient déjà leur marque de prêt-à-porter haut de gamme. Donc la haute couture, c'est finalement très très peu de griffes. On dit griffe plus que marque. Le terme marque est davantage associé au prêt-à-porter. Haut de gamme, moyenne gamme. C'est vrai qu'on a cette expression, voilà, les griffes. Voilà. Ou alors des vêtements dégriffés. Le griffe a cette chose un peu très personnelle, puisque en fait, le style d'un couturier, ce qui est vrai aussi dans le prêt-à-porter de luxe, bien sûr, mais est intrinsèquement lié à sa personnalité. Donc la griffe, c'est quelque chose de presque plus possessif et personnel que la marque qui d'emblée peut échapper au fondateur. Mm-hmm. Voilà. Cette activité est strictement parisienne. Il n'y a pas d'activité de haute couture ailleurs qu'à Paris. C'est impossible d'avoir une maison de haute couture ailleurs qu'à Paris. Voilà. Sinon, c'est vraiment une tromperie. Vous ne pouvez pas être couturier à Milan. Alors, vous pouvez avoir des bureaux à Milan. Mm-hmm. Et très tôt, d'ailleurs, les couturiers, dès le début du 19e siècle, certaines couturiers ou couturières avaient leurs bureaux en Argentine, à Buenos Aires, avaient des succursales. Mais sinon, le siège est à Paris. Et la spécificité de la haute couture, certes, c'est une activité éminemment parisienne et française, mais qui accueille les étrangers. Et on a en fait 2 listes de couturiers qui sont les couturiers permanents, qui étaient censés à l'origine être de nationalité française, et les couturiers correspondants, qui, un peu comme le journaliste correspondant, donc, est souvent de nationalité étrangère, comme Elisab par exemple, ou Victor & Rolf, qui sont tout à fait couturiers à part entière, mais qui sont sur la liste des couturiers correspondants. Voilà, qui sont 2 listes distinctes, mais qui ont exactement les mêmes prérogatives. Ils sont considérés comme des couturiers. Avec des bureaux à Paris, à chaque fois. Voilà, ah, d'accord. Voilà. Ah, très intéressant. Alors, ces règles sont sans doute assouplies maintenant, mais elles étaient très, très strictes
jusqu'à l'époque de Christian Dior. Pourquoi ? Parce que cette corporation professionnelle, la haute couture n'existe pas au milieu d'un désert. Elle a beaucoup soutenu l'industrie textile. Charles Frederick Worth a contribué à relancer les soyeux lyonnais. La prise de conscience de l'importance économique de la mode s'est faite très très tôt. Les chefs d'État en avaient conscience. Quand Jack Lang reçoit tous les couturiers à l'Élysée, c'est un acte politique très fort. Quand il organise les défilés de prêt-à-porter haut de gamme au Carrousel du Louvre, c'est pour faire venir tous les journalistes étrangers à Paris, parce que Paris n'est plus vraiment l'unique capitale de la mode. Le mouvement d'internationalisation de la mode qui met en danger une sorte de suprématie de la mode française. Est-ce qu'il y a eu une époque où vraiment Paris, c'était la capitale absolue dans le monde Jusque dans les années 50, avec un leader, Christian Dior. Christian Dior a défilé pour la première fois au Japon en 1953, sur l'invitation de grands magasins japonais. À l'époque, les Japonais ne connaissaient pas du tout le nom de Christian Dior, mais le New Look, ils savaient ce que c'était, qui était le style lancé par Dior en 1947. Donc, cette suprématie, tous les acheteurs étrangers venaient à Paris acheter des idées reproductibles, d'où ces trois catégories d'invités. Il y avait les acheteurs d'abord, ensuite la clientèle particulière, et enfin la presse qui arrivait en dernier, parce que la presse était susceptible de copier, donc on donnait la suprématie aux acheteurs. Donc les défilés se passaient pendant une quinzaine de jours et avaient lieu tous les jours dans les salons de chaque maison. Il y avait un défilé le matin, un défilé à l'après-midi pendant 15 jours. Le calendrier de collection s'est vraiment mis en place après la Seconde Guerre mondiale, et les règles plus strictes de nombre d'ouvriers, nombre de passages dans les défilés, c'est aussi des règles établies dans l'immédiate après-guerre. Ce qui est assez intéressant, parce que très vite les couturiers ont voulu retravailler. La plupart des gens pensent que la haute couture a cessé ses activités pendant la Seconde Guerre mondiale parce que Paris était occupé, ce qui est faux. Un certain nombre de maisons sont restées ouvertes pour maintenir les emplois. Ça représentait 12 000 emplois à l'époque. Et donc, il y avait une conscience de l'importance du secteur de la haute couture comme étant un moteur économique pour la France. Dans les années 50, au milieu des années 50, les exportations de couture, pour la moitié, c'est Dior. Donc, c'est évidemment extrêmement important. Ce n'est pas un sujet frivole ou anecdotique. Ça a une importance majeure, en effet. Et est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors, je ne pense pas que ça a la même importance, si ce n'est que par le prisme des grands groupes financiers, la haute couture est devenue une fantastique vitrine marketing. L'appréciation qu'on a de l'activité de haute couture n'est plus la même aujourd'hui. Elle est davantage marketing, tout simplement parce que finalement les deux grandes griffes dominantes sont Dior et Chanel, qui appartiennent à des grands groupes, et que leur objectif n'est plus d'habiller nécessairement, enfin c'est plus du tout la même clientèle particulière, et le monde des acheteurs a aussi complètement disparu. Donc c'est davantage une vitrine marketing, alors que jusque dans les années 50, quand vous alliez chez un couturier, que vous aviez la possibilité d'y aller, c'était pour acheter la robe qui vous rendrait parfaite. C'était pour acheter vraiment du sur-mesure. Et le sur-mesure a vocation à gommer tous les défauts, puisque personne, Madame Tout-le-Monde n'est pas un mannequin, n'a pas une mensuration parfaite. Et le couturier, c'est un peu le chirurgien esthétique de l'époque, qui transformait les femmes. Avec Dior a cette formule absolument merveilleuse qui dit que les couturiers sont les derniers à exercer depuis que la marraine de Cendrillon a cessé ses activités. Voilà, donc il y a ce domaine du rêve. Oui. Mais l'idée de la robe de Paris, c'était la robe pour laquelle on traversait des océans et qui allait vous transfigurer. Évidemment, à l'époque, la clientèle était aussi plus large et pas seulement réduite à quelques happy few dans le monde. On a parlé de Dior, on a rapidement évoqué d'autres marques aussi. Et moi, en préparant ce podcast, j'avais une question qui était pourquoi est-ce qu'il y a autant de maisons de haute couture en France ? Et vous m'aviez dit que finalement, il n'y en avait que quelques-unes. Oui, il y en a aujourd'hui, je crois, j'avais fait la liste précise en 2024, je crois qu'il y avait une quinzaine de membres permanents, donc d'origine plutôt française.
et une dizaine de membres correspondants. Alors parmi les membres permanents, on a Dior, Chanel. On a également des gens comme Bouchra Jarrar, Franck Sorbier, et du côté des correspondants, Viktor Rolf, Elie Saab, Atelier Armani. Voilà, mais la liste officielle est très réduite. Et étrangement, elle est assez difficile à trouver. J'avais eu Ah quelques oui. difficultés à avoir la liste précise. Pourquoi alors est-ce qu'on aurait cette idée que vraiment il y a énormément de maisons de haute couture en France? La réponse est assez simple parce que au tournant des années 2000, il y a une confusion entre la haute couture et le prêt-à-porter de luxe haut de gamme. Mhm. Alors moi, en tant qu'enseignante, je plante très vite le décor. On est couturier, ou alors on est créateur de mode, ou alors on peut être couturier, styliste de sa marque de prêt-à-porter. Et les créateurs de mode ne sont pas adossés à une marque, à une griffe de haute couture. Donc les tout premiers créateurs de mode, la première génération, c'est les Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Sonia Rykiel, Kenzo, donc aussi très international. Ce sont des jeunes stylistes qui voulaient exister, mais qui ne voulaient pas nécessairement créer leur griffe de haute couture et qui ont commencé à produire des vêtements de plus en plus élevés en gamme, en qualité, mais qui restent du prêt-à-porter. Mhm. Et visuellement parlant, il y avait une telle montée en gamme qu'on peinait à faire la distinction entre... c'est presque de la haute couture, parce qu'on trouvait des broderies très élaborées, mais ça restait du prêt-à-porter. On n'était pas dans le domaine de la chambre syndicale de la couture parisienne, et puis avec effectivement un rythme de collection différent. Et de distribution surtout différent, puisque qui dit marque de prêt-à-porter dit boutique, dit édition, voilà. Donc on n'est pas du tout dans le même type de production. Et c'est là où il y a eu une confusion. Et à ce moment-là, la chambre syndicale de la couture parisienne s'est élargie à créer une fédération pour accueillir finalement, plutôt que les avoir en concurrence, tous ces créateurs de mode. C'est devenu la fédération de la couture parisienne des créateurs de mode, donc plus élargie. Et il s'avère aussi que la plupart des couturiers se sont mis à développer eux aussi leur propre marque de prêt-à-porter. C'est le cas de la Rive Gauche, chez Yves Saint Laurent, très très tôt, à la fin des années 60. Tous se sont mis, à part Chanel et Balenciaga, enfin du temps de Mademoiselle Chanel, à développer du prêt-à-porter. Si bien que pour le grand public qui n'a pas accès à ce détail d'information, faire la différence entre un défilé de haute couture et de prêt-à-porter devenait extrêmement difficile dans les années 80-90. Et de fait, savoir qui est qui, quand on n'a pas les clés, c'est pas toujours évident. Parce que certains défilés de Jean-Paul Gaultier semblaient être de la haute couture, quand il ne faisait alors encore que du prêt-à-porter. Oui, la distinction, elle était vraiment pas... Visuellement, elle est très difficile à faire. Impossible à faire pour le grand public et le consommateur en général. Ouais. Au niveau de la renommée internationale de toutes ces... Alors que ce soit aussi du prêt-à-porter de luxe ou des grandes maisons de haute couture, pourquoi est-ce que ce luxe français fascine autant à l'international et encore aujourd'hui? Alors, tout simplement parce que je pense que la mode... est un des piliers de l'art de vivre à la française. L'art de vivre à la française, c'est un concept qui s'est développé il y a très très longtemps, dit-on, dans les châteaux de la vallée de la Loire, sous la Renaissance, où on commence à cultiver, déjà à la fin du Moyen-Âge, un goût pour se vêtir et se distinguer au travers de sa parure. Alors vous allez me dire, on n'est pas les seuls en Europe à avoir ce goût, déjà en Italie ou en Grande-Bretagne aussi. Il y a une culture du vêtir très très luxueux et très élaboré, avec des broderies, des embellissements textiles absolument fantastiques. Mais en France, on a aussi conjugué à la mode l'art d'habiter, des châteaux, des belles demeures, d'y vivre, de les meubler remarquablement, où chaque meuble devient un bijou. L'art de se mettre à table, avec aussi bien les arts de la table et ce qu'on consomme. Et tout ça forme un art de vivre exceptionnel. Est-ce que tout ça, ça a été amplifié sous l'étiquette de Louis XIV et ce genre de période? Complètement amplifié, 17e, 18e siècle. On a un paroxysme, notamment en gastronomie, où on touche vraiment les fondements de la grande cuisine française au 18e siècle, avec une grande simplification des recettes et le retour à ce qu'on aime aujourd'hui, c'est-à-dire le goût du produit. Et en mode idem, avec...
puisque les couturiers finalement ne s'organisent économiquement, entrepreneurialement parlant que dans la seconde moitié du 19e siècle, on a quand même les ancêtres de la haute couture avec ce qu'on appelait les marchandes de mode, les modistes, comme Jeanne Bertin, qui était censée être la ministre des modes de Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette a un rôle très très important aussi dans cette histoire, parce qu'elle est la première à s'opposer à l'étiquette et à cultiver un goût personnel pour s'habiller et non pas répondre à « je dois porter telle robe en telle circonstance ». Un peu l'influenceuse de son époque. Oui, et surtout impacter une personnalité. Qui dit personnalité dit style. Et en cela, c'est une forme d'autonomie dans la création. Alors évidemment, elle n'est pas créatrice, elle ne tire pas l'aiguille, mais elle a cette manière de développer un style très très personnel qui est très très copié et recopié parce qu'elle est une figure évidemment emblématique à l'époque. Et malgré la Révolution française et seconde révolution industrielle cette fois-ci au 19e, cet art de vivre ne disparaît pas parce que la bourgeoisie, qui est la classe dominante et qui prend le pouvoir, va singer les manières aristocratiques et vouloir aussi se vêtir de manière excellente. Et la mode masculine se développe avec le dandysme, etc. Donc tout ça ne disparaît pas, s'amplifie avec un côté plus cossu, plus luxueux encore, notamment dans le décor intérieur. Et la mode accompagne tout ça. Donc en fait, la mode n'est pas seule dans cette histoire de consommer, non pas le luxe de manière bling-bling, mais de savoir, de cultiver l'art de se vêtir, etc. Et tout ça s'amplifie à tel point que Paris devient un magasin géant avec les palais de la consommation, comme le Bon Marché, les grands magasins parisiens. Et tout ça fait effectivement que la mode française, avec en chef de file la haute couture prêt-à-porter haut de gamme, donc à la fin du XXe siècle, a fait rêver, en fait, tout simplement les étrangers. C'était le cas au XVIIIe siècle, où on peut lire dans des chroniques de journaux étrangers que certaines femmes venaient faire leurs emplettes pendant plusieurs mois à Paris pour repartir après. Voilà, et qu'on venait chercher à Paris la robe de Paris, tout simplement. Et ça n'a pas cessé parce que je pense qu'il y a aussi et ça c'est très important, une volonté politique. Bien avant Jack Lang, Napoléon Ier Bonaparte avait conscience que en France on n'a pas de pétrole, mais on a des idées et des bonnes idées, on a le goût. Et cette idée du goût, le bon goût, tout ce terme qui est aussi lié à la gastronomie finalement, va servir. Il y a plein de journaux qui s'appellent Le Bon Goût, nos journaux de mode essentiellement, autour de cette idée que les Français, les Françaises savent. Mais ce qui est fondamental dans cette histoire, c'est pas seulement les Françaises de la haute société. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit probablement à Louis XIV, qui finalement a érigé l'art de vivre à la française comme un principe de marketing, presque comme une marque, comme un label. Si vous voulez vraiment être un grand seigneur, venez consommer français. Et ça, c'est formidable, parce que dans son très grand palais qu'est Versailles, il a fait une galerie des glaces, mais le petit Français moyen, il peut avoir un miroir aussi au-dessus de sa cheminée et consommer partiellement. C'est exactement le même principe que nous, aujourd'hui, on va acheter un bâton de rouge à lèvres Dior, c'est la seule chose qu'on pourra s'offrir de la marque, certes pas une robe d'haute couture, mais on touche du doigt le mythe. Oui. Et d'une certaine façon, Louis XIV avait déjà établi ce principe. C'était presque un homme de marketing avant la lettre. Et ça, c'est assez fascinant. Donc, il y a toujours eu cette conscience qu'il fallait consommer le luxe. Et très, très vite, réalimenter, quand je dis très, très vite, après la Révolution française, refaire venir les étrangers à Paris pour consommer le luxe français. Oui, parce que donc on se concentre beaucoup sur la mode, mais c'est vrai que récemment, j'ai regardé un documentaire sur le luxe à la française. Il parlait justement du ministre de Louis XIV, Colbert, Absolument. qui a développé énormément l'industrie du luxe en général à l'époque, pour en faire une vraie industrie puissante et économiquement intéressante. Et tout ça est fondé sur les savoir-faire. Sur les savoir-faire artisanaux qui se sont sédimentés à Paris depuis l'époque médiévale, que ce soit le tailleur autour duquel les couturières travaillaient, puisque le tailleur faisait les vêtements pour hommes et pour femmes jusqu'au XVIIe siècle et même jusqu'à la Révolution française. Ce n'est qu'après que les couturières se sont émancipées et ont pu devenir aussi des chefs d'entreprise. Mais
c'est une kyrielle de savoir-faire. Le corsetier, le plumassier, la fleur artificielle, le brodeur évidemment, la dentelière, le gantier, le parfumeur, le bottier évidemment. Donc à l'époque, on a besoin de beaucoup de monde pour confectionner une toilette entière de pied en cap. Les chapeliers, évidemment, les modistes. Donc, tous ces artisans étaient absolument essentiels. Et ils étaient présents par quartier dans Paris, avec le quartier de prédilection de la haute couture, qui est effectivement la rue Saint-Honoré, la rue de la Paix, la place Vendôme, qui est resté historiquement le quartier de la haute couture, et puis il s'est un petit peu décalé vers l'ouest, et les Champs-Élysées, et l'avenue Montaigne, et ça plus tard au XXe siècle. Cette estampille parisienne est fondamentale parce que ça ne s'invente pas, c'est là depuis le Moyen-Âge. Et en dépit des guerres, et en dépit des révolutions, et en dépit des crises, et en dépit de tout ce que vous voulez, ça n'a pas disparu. Et ça n'a pas disparu pas seulement parce que c'est le luxe français, c'est parce qu'il y avait une volonté politique que ça servait les intérêts économiques de la France. Voilà. Et au niveau européen, alors, parce que par exemple, je sais qu'en Italie, on produit beaucoup de cuir et que les ateliers français se fournissent là-bas. Est-ce qu'il y a une espèce d'économie européenne de la mode ? Elle existe pareil, de la même façon historiquement, hein, puisqu'on a toujours dit que la mode, et c'est tout à fait véritable, la mode anglaise prédomine pour l'homme. Parce qu'encore une fois, il y a ces savoir-faire qui se sont sédimentés à Londres, qui sont venus au gré d'un certain nombre aussi de mouvements migratoires de Pologne, d'Europe de l'Est, hein, qui sont venus travailler à Paris. Et donc, on a ces spécificités qui fait qu'en effet, dire que la mode est exclusivement française ou que une certaine vision du luxe n'est que française, ce serait complètement réducteur. Et vous avez tout à fait raison de citer l'Italie pour les métiers du cuir et de la botterie en particulier, puisque, là encore, il y a une tradition qui est extrêmement ancienne. Les maîtres Caléghéri, qui étaient les maîtres vénitiens de la chaussure, vous savez, qui faisaient les grandes chopines, c'était ces chaussures rehaussées avec une énorme plateforme pour ne pas marcher dans la boue. Mais ça, c'était des chaussures absolument somptueuses. Et c'est sur cette tradition de cordonnerie de luxe que se sont appuyés tous ces cordonniers qui après se sont réunis en petits ateliers familiaux pour former des plus grandes entreprises partout en Italie, mais effectivement avec des centres un petit peu plus, beaucoup plus développés à Astra, à côté de Venise, ou bien encore à Vigevano, ou bien autour de Florence. Donc toutes ces traditions autour du cuir. Alors, elles ont pu aussi prédominer en Italie parce que, là encore, il y avait une bienveillance de la part du gouvernement italien qui assénait sans doute à l'époque de moins d'impôts ou était un petit peu plus tolérant à l'égard du travail non déclaré. Mais c'est ce qui a sauvé l'artisanat italien. Et puis en Italie, il y a aussi une culture de la transmission où un gamin dans la rue, il fait rien, allez tiens, je vais t'apprendre à faire des chaussures. De l'apprentissage. Voilà, c'est ça. Le savoir-faire circule beaucoup mieux qu'en France, où il y a en France peut-être davantage de corporatisme encore aujourd'hui. On peut citer notamment, puisque je parlais de la botterie, le compagnonnage, qui est fondamental et qui a permis, en ce qui concerne les métiers de la chaussure, de conserver des savoir-faire jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, il y a ces dimensions un petit peu plus de famille professionnelle, un petit peu plus hermétique qu'en Italie, me semble-t-il. On a beaucoup parlé de l'histoire, du pourquoi, du comment aujourd'hui. Et si on se penche vers le futur, à votre avis, comment est-ce qu'on va voir les choses évoluer dans les prochaines années au niveau de tout ce qui est développement durable, ce genre de choses ? Alors, c'est une vaste question et je suis loin d'être experte. Donc, c'est avec spontanéité que je vous répondrai, puis du haut de ma fenêtre et de la somme d'informations que j'ai pu accumuler au gré des années et de mes rencontres et de toutes les témoignages que je recueille d'artisans. On est dans un système capitaliste avec des grands groupes financiers qui prédominent le marché de la mode. Et il n'est pas question, me semble-t-il, de faire table rase de ce système qui est très monolithique et difficile à intégrer pour des jeunes créateurs qui voudraient garder leur indépendance. Donc, imaginez effectivement être manichéen et dire c'est bien, c'est mal, moi c'est pas du tout mon propos.
il y a effectivement une action qui est très louable de la part des grands groupes financiers, qui est de racheter des maisons qui pourraient disparaître et donc des savoir-faire, donc de pérenniser les savoir-faire. Chanel le fait très bien avec le 19M et en regroupant, en ayant racheté un certain nombre de maisons, d'ateliers comme le Marié pour la plume, etc. Mais attention parce qu'il ne s'agit pas non plus d'en faire, de dépersonnaliser aussi toutes ces mains et d'œuvrer finalement pour cette économie qui doit en effet réfléchir à la mode durable et on sait que tout ça est loin d'être le cas. Donc il me semble qu'il faudrait revenir à des bonnes pratiques et revenir à la source. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une robe de haute couture ? C'est une robe qui n'est pas chère, qui a un coût par rapport au nombre d'heures de travail requises pour parfaire ce qu'on estime être en France la perfection. C'est une vision. Elle peut être très différente ailleurs. Et c'est pas la meilleure, c'est en tout cas une vision française. Et ces mains-là, il ne faut pas qu'elles disparaissent. Donc il faut effectivement transmettre le savoir-faire. Donc probablement redonner le goût aux jeunes générations du faire. Ne plus seulement être des concepteurs, mais savoir faire. Mmh. Donc le règne de l'artiste, du styliste artiste, du directeur artistique qui donne ses directions de manière comme ça, en 2 dimensions. Je pense que ce serait bien qu'il s'arrête au profit du modéliste, au profit de celui qui sait faire au sens de traduire en 3 dimensions l'idée. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître les stylistes, bien sûr qu'ils sont nécessaires, mais de revenir à cette idée que la matière a un prix, a un coût, et qu'on ne peut pas couper dans une peau de grand luxe et de ne rien faire des chutes. Mmh. Voilà, il faut réfléchir effectivement à comment on utilise les matières précieuses, coûteuses, d'où elles viennent aussi, ce qu'on en fait et pourquoi on le fait. En fait, redonner du sens et probablement freiner. Être debout sur la pédale de frein. Je pense que cette accélération du rythme de la mode est très néfaste, nous a conduit dans le bas de gamme à la fast fashion. Les grands couturiers, jusqu'à l'époque de Christian Dior, avaient un rôle pédagogique. Ils vous apprenaient à comment vous habiller, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous va, la couleur qui vous va au teint. Aujourd'hui, vous allez dans un magasin, est-ce qu'il y a une personne pour vous guider sur « Non, en fait, ce pantalon, achetez-le parce que je veux faire mon chiffre. » Mais en fait, il ne va pas du tout vous aller. Parce que, voilà, vous avez des jambes courtes ou trop longues, ou ci ou ça. Et on a perdu, nous-mêmes, en tant que consommatrices, on ne sait pas du tout jauger la qualité d'un tissu, Oui. la qualité d'une coupe, parce que les femmes ne cousent plus, ne savent pas, ne savent pas faire. Mais à partir du moment où on observe faire, on va avoir davantage de respect pour l'objet et on va redonner du sens à l'objet. Redonner aussi un vêtement qui est bien fait, on le garde plus longtemps. Mmh. Et on peut le garder une vie entière. Et donc, on peut s'y attacher. Et on se distancie de la mode jetable. Donc, la haute couture devient, effectivement, pas nécessairement accessible, mais finalement, définit énormément, enfin, en tout cas, identifie beaucoup de valeurs autour du respect du produit, autour de la main, du savoir-faire, qui pourraient être celles du consommateur aujourd'hui. Se dire, et si moi-même j'apprenais à faire, l'idée qu'on puisse soi-même devenir brodeur, soi-même monter un vêtement, d'emblée ça fait sens et on a beaucoup de fierté de porter un vêtement qu'on aurait fait soi-même. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, il y a une grosse partie donc, de travail à faire au niveau des entreprises générales, mais aussi les consommateurs devraient être éduqués Absolument. à comprendre le coût de ce qu'ils achètent. Et c'est vrai ce que vous disiez sur le fait d'apprendre à faire soi-même. L'année dernière, je me suis un peu exercée à la couture et quand j'ai vu le nombre d'étapes, le nombre de découpes, d'assemblage, le temps que prend de faire une chemise, je me suis dit c'est invraisemblable qu'on puisse la vendre ensuite 15 € en magasin. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Non. Et en même temps, on ne peut pas jeter la pierre au consommateur parce que quand on a des petits revenus, acheter un t-shirt à 2 ou 3 euros, c'est une aubaine pour habiller la famille. Mais est-ce qu'on imagine un seul instant qu'est-ce qui arrive dans la poche de celui qui l'a façonné ?
ou même le petit enfant qui l'a façonné, parce que c'est ce qui se passe à l'autre bout du monde. Pour terminer, j'ai 2 petites questions qui sont moins liées à la haute couture. La première, c'est est-ce que vous avez un mot ou une expression préférée en français? Alors, un mot que j'aime beaucoup, c'est le mot miracle. Parce que la vie est un miracle, c'est une grande lapalissade. J'ai appris justement dans ce monde-là de la haute couture que on pouvait pas nécessairement avoir fait les études pour être là où on était, qu'on pouvait ne pas nécessairement être reconnu pour ce qu'on avait envie de faire, mais que, en tout cas, la haute couture m'a donné un courage professionnel de déplacer des montagnes, de faire des choses qui n'étaient pas normalement, ne m'étaient pas destinées. Et j'ai pris exemple. Bon, j'ai eu la chance de connaître Monsieur Saint-Laurent, enfin de le connaître, de le croiser bien sûr dans les couloirs, et d'être éminemment émue par la force de ce talent et de l'amour qu'il avait pour les femmes et de les rendre élégantes. Mais je suis aussi pétrie d'admiration pour des femmes comme Jeanne Lanvin, qui sont des femmes qui sont nées dans le ruisseau, dans la plus grande pauvreté, et qui sont devenues, outre leur fortune, des grandes chefs d'entreprise. Donc moi, je suis une fille du XXe siècle. Je suis née dans les années 70. Nos mères étaient des working girls. Et ces femmes-là, pour moi, étaient des exemples d'entrepreneuriat, des exemples de d'où que tu viennes, voilà, donne-toi les moyens et vas-y, fonce. Je suis une femme, je suis féministe, mais je ne suis pas une féministe jusqu'au boutiste. Mais je trouve que ce sont des exemples pour des jeunes femmes exceptionnelles. Parce qu'à l'époque, voilà, elles étaient les premières femmes chefs d'entreprise, PDGR, si on peut dire, chose ainsi, le mettre au féminin. Et avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup d'audace, avec tous les obstacles qu'on a pu imaginer leur mettre entre les pattes. Et elles ont dépassé tout ça avec cette idée que le goût, justement, savoir apprécier la beauté et la qualité n'est pas du tout l'apanage de l'élite. Et que en France, on sait ça. On sait que même au fin fond d'une campagne, on peut parfaire une magnifique couture en nervure. On sait faire ça en Bretagne, on sait faire ça en Alsace, on sait faire ça un peu partout, que nos boutisseuses provençales font des merveilles. Et ça, je trouve que c'est extrêmement... c'est un miracle. C'est peut-être le miracle français. Qui sait? Et ma dernière question pour terminer, donc ce podcast, il est destiné à des gens qui apprennent le français. Est-ce que vous avez des recommandations culturelles à leur partager? Ça peut être un livre, je vois que vous avez amené les vôtres. Ou même autre chose. Mes petits ateliers qui sont effectivement toute une collection d'ouvrages que je développe depuis quelques années maintenant autour des savoir-faire. Ce ne sont pas des manuels d'apprentissage, mais je mets l'objectif, un coup de projecteur surtout sur les hommes et les femmes qui pratiquent ces savoir-faire hier, avant-hier et puis surtout aujourd'hui, et comment ils font vivre ces métiers qui sont séculaires, avec passion, avec presque pour certains, c'est une forme de religion. Et ça, moi, ça me fascine parce que je trouve que ce sont aussi des pistes pour des plus jeunes, plutôt que d'aller se fourvoyer dans des études un peu forcées par leurs parents et se fourvoyer dans un monde professionnel qui est de moins en moins captivant. Eh bien, revenir justement à la main et au faire, F-A-I-R-E, peut être voilà, extrêmement... peut donner finalement envie de démarrer des belles carrières, des belles carrières professionnelles. Après, à Paris, évidemment, nous avons la chance d'avoir des musées exceptionnels, d'être soutenus justement par, en ce qui concerne la mode, par les maisons, les groupes, pour mettre en place des très belles expositions. Mais on peut aussi aller en dehors des sentiers battus et voir des expos plus confidentielles ou aller dans des lieux aussi plus confidentiels. C'est vrai que Paris, c'est un livre d'histoire à ciel ouvert. Et puis, complètement. Voilà, on a beaucoup de chance aujourd'hui. Et c'est vrai que la mode, le premier à rentrer dans les musées, c'était Monsieur Saint-Laurent dans les années 80 avec une grande expo au Met à New York. Mais par chance, aujourd'hui, la mode est extrêmement visibilisée dans les musées et dans les grandes expositions. Donc là, il y a Worth bientôt, en ce moment, bientôt Poiret. Donc aller voir tous ces vêtements de près, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour voilà, se plonger dans ce monde
assez fascinant et essayer de mieux apprécier aussi, comme vous le disiez, la difficulté, l'immense difficulté que revêt le fait de monter un vêtement, de parfaire une broderie. Et c'est vrai que ce sont des savoir-faire qui requièrent des années et des années et des années de pratique. On n'a pas conscience de ça justement à l'heure de la fast fashion. C'est Oui, vraiment oui. le pôle opposé. Voilà. Bon, bah, je vous remercie énormément. Merci à vous, C'était Lisa. très intéressant de vous écouter avec autant de passion parler de ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.